Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur d'un texte absolument majeur de la littérature française, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Et plus précisément, on va s'attaquer à un chapitre clé, un chapitre d'une intensité folle, le chapitre 27. On va essayer de décortiquer, de désosser ce texte pour comprendre comment Hugo arrive à construire une terreur purement mentale, juste avec la force des mots. Voilà la question centrale qui va nous guider. Comment de simples mots, noir sur blanc, peuvent-ils nous mettre dans un état d'angoisse pareil ? Eh bien, Victor Hugo nous livre une véritable leçon. Ce qu'il explore, ce n'est pas tant la peur de mourir, ça, c'est presque banal. Non, c'est l'angoisse de ne pas savoir comment ça va se passer. Et là, dès la toute première phrase du chapitre, bam, on est saisi. Le narrateur ne dit pas « j'ai peur », il dit « je ne le sais pas ». Toute la terreur vient de là, de cette ignorance, de ce trou noir dans son esprit. C'est ça, la véritable source de son supplice. Et d'un coup, on se retrouve piégé avec lui, dans sa tête, face à ce vide. Alors, creusons un peu cette idée. Le premier grand pilier de ce chapitre, c'est vraiment ça, l'horreur de l'inconnu. La peur ne vient pas de la certitude qu'il va mourir, mais de l'incertitude totale sur la manière dont ça va arriver. Ce qui est absolument fascinant ici, c'est de voir que le narrateur est complètement obsédé par les détails mécaniques, presque, techniques, de sa propre exécution. Il n'arrive pas à se faire une image de la scène, à visualiser l'objet, la fameuse machine. Et c'est justement ce flou, cette page blanche dans son esprit qui nourrit une panique absolue, une panique sans nom. Mais Hugo, il ne s'arrête pas là. Il pousse le bouchon encore plus loin. Puisqu'il est impossible de visualiser la chose, le narrateur, pour ne pas devenir complètement fou, il va se raccrocher à la seule chose qu'il peut attraper, le mot. Et il va, littéralement, disséquer ce mot, comme s'il essayait de reprendre un peu de contrôle sur l'horreur. Il faut bien remarquer qu'il ne nomme toujours pas l'objet. Il utilise une périphrase, le nom de la chose. Ce mot, qu'il a sans doute prononcé des dizaines de fois dans sa vie sans y penser, est devenu un monstre à lui tout seul. Le langage lui-même devient aussi terrifiant que la réalité qu'il est censé décrire. Et ce qui est incroyable, c'est de suivre le cheminement de sa pensée, cette décomposition de l'horreur. D'abord, le mot dans son ensemble devient un objet de peur. Ensuite, son esprit zoome, il se fixe sur les lettres, il parle de leur physionomie. Et puis, il va encore plus loin, et c'est là que c'est génial. Chaque syllabe devient une pièce de la machine. C'est une métaphore d'une puissance folle. Et enfin, à partir de ces pièces détachées, son esprit est pris dans une boucle infernale. Il construit et démolit sans cesse cette monstrueuse charpente. C'est une torture mentale qu'il s'inflige à lui-même sans pouvoir l'arrêter. Bon, maintenant qu'on a vu ce que le personnage endure, changeons de perspective. Passons de l'autre côté du miroir et demandons-nous comment Victor Hugo, l'écrivain, fabrique-t-il cette angoisse ? Il ne se contente pas de la raconter, il la construit sous nos yeux avec des outils littéraires très précis. Alors, quels sont ces fameux outils ? Premièrement, on l'a dit, la périphrase, le nom de la chose. En refusant de nommer la guillotine, Hugo la rend encore plus énorme, plus menaçante. L'innommable fait toujours plus peur. Deuxièmement, la métaphore, qu'on a déjà vue. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. Là, l'horreur abstraite du mot devient un truc concret, froid, mécanique. On a aussi l'hyperbole. Ah, mes cheveux blanchiront. C'est une image forte pour nous faire ressentir l'intensité insoutenable de la torture psychologique. Et enfin, l'ironie tragique, quand il évoque le nom prédestiné de l'inventeur. C'est une critique terriblement cinglante de cette inhumanité qui porte un nom d'homme. Mais alors, on pourrait se demander pourquoi ? Pourquoi Hugo nous inflige-t-il ça, cette description si précise, si crue de la terreur ? Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas juste pour les faits. Derrière tout ça, il y a un objectif bien plus grand, un objectif politique. Et cet objectif, il est très clair. Cette immersion totale dans la douleur psychologique du condamné, elle n'est pas là pour rien. C'est en fait le cœur de son argumentation. Hugo ne veut pas seulement nous raconter une histoire, il veut nous faire changer d'avis, il veut nous convaincre. En nous faisant vivre de l'intérieur cette torture mentale, Hugo nous fait comprendre que l'atrocité de la peine de mort va bien au-delà de l'acte physique final. Chaque phrase est un clou dans le cercueil de la peine capitale. C'est un plaidoyer pour l'abolition. Et en même temps, il attaque un système judiciaire qui broie l'individu, qui le déshumanise. Chez lui, la littérature devient une arme au service d'un combat. Et c'est là que réside tout le génie de cette œuvre. Hugo part du journal intime, la forme la plus personnelle qui soit, d'un homme qui n'a même pas de nom. Et il transforme ça en un appel universel à l'humanité tout entière. L'angoisse d'un seul devient l'argument pour tous. La souffrance individuelle est élevée au rang de grande cause politique et sociale. Ce qui nous amène à quelques questions pour finir. Une fiction peut-elle vraiment être plus puissante qu'un grand discours politique ? Ce chapitre nous rappelle avec une force incroyable que la littérature, pour Hugo, ce n'est pas juste un passe-temps. C'est une force capable de sonder l'âme humaine et de faire trembler les fondations d'une société. Et ce chapitre 27, c'est sans doute l'illustration la plus brillante, et aussi la plus glaçante, de ce pouvoir.